Niger. Venant de Suède, j'ai appris à l'aimer, mais dans le monde de l'aviation, elle apporte rarement de bonnes nouvelles. C'est certainement vrai pour ces pilotes, qui regardent à travers les fenêtres du cockpit, essayant de distinguer la forme et la position des faibles feux d'approche devant eux. Mais lorsqu'ils réalisent enfin la position dans laquelle ils se trouvent, c'est un véritable choc. Comment cela est-il possible? Restez avec nous. 150, 40, 30, 20, 10. Dans la soirée du 29 mars 2015, un équipage d'Air Canada se préparait à effectuer un vol commercial régulier depuis l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto en direction de l'aéroport Stanfield d'Halifax en Nouvelle-Écosse au Canada. Comme on était en mars, c'était encore l'hiver dans le nord du Canada, ce qui était vrai à leur destination. En consultant les prévisions et observations météorologiques, les pilotes voyaient clairement que la météo à Halifax était loin d'être idéale. Le dernier rapport météorologique d'Aérodrome, ou METAR, indiquait un vent de 360 degrés à 19 nœuds, avec des rafales allant jusqu'à 26, sous une neige légère et chassée par le vent, donnant une visibilité de 1,5 miles terrestres, soit 2400 mètres, avec un ciel couvert à 700 pieds. La température était de -4 avec un point de rosée de -5 et une pression atmosphérique de 29,6 pouces de mercure. Ce n'était pas idéal, mais le vrai problème apparaissait dans les prévisions pour leur heure d'atterrissage. Les chutes de neige devaient s'intensifier pour devenir modérées et cela entraînerait une réduction de la visibilité à 3/4 de mile terrestre, soit 1200 mètres, ce qui serait très proche de la visibilité minimale que les pilotes pouvaient accepter pour débuter leur approche. Après avoir vérifié leur carte d'approche, ils ont vu qu'avec le vent prévu, ils devraient probablement atterrir sur la piste 05 dépourvu de système d'atterrissage de précision. Comme l'Airbus A320 de 24 ans qu'ils pilotaient n'était pas équipé pour une approche AirNav à guidage vertical, ils devaient donc opter pour une approche LOC-DME. C'est un type d'approche qui reçoit son guidage horizontal d'une antenne de localisée, indiquant au pilote comment voler à gauche ou à droite, tout comme une approche ILS, mais il lui manque le guidage vertical du plan de descente et elle est donc considérée comme une approche de non-précision. À cause de cela, l'exigence de visibilité pour effectuer ce type d'approche était plus élevée, et c'était aussi le cas pour l'altitude minimale de descente, la plus basse altitude à laquelle l'avion pouvait descendre sans avoir de contact visuel avec la piste et pouvoir tout de même atterrir. La carte de l'approche LOC-DME indiquait une visibilité minimale d'un mile terrestre, soit 1609 mètres. Mais comme l'équipage et Air Canada avaient rempli certaines exigences de formation et d'équipement, ils avaient reçu une autorisation spéciale pour commencer ce type d'approche avec la moitié de la visibilité minimale publiée, dans ce cas, un demi-mile terrestre. C'était important d'un point de vue planification, mais en réalité, les pilotes devaient quand même voir correctement la piste et les feux d'approche lorsqu'ils atteignaient cette altitude minimale de descente pour pouvoir atterrir comme tout le monde. Lors de la planification, les pires prévisions météo restaient au-dessus du minimum requis et la météo à l'aérodrome de dégagement était bien meilleure, donc les pilotes pensaient pouvoir atterrir ou, sinon, se dérouter facilement. Pour être sûr, cependant, ils ont décidé d'embarquer suffisamment de carburant pour pouvoir patienter en vol un bon moment au cas où la météo serait effectivement pire. Une fois que l'équipage de cabine avait été correctement briefé, ils se sont tous dirigés vers l'avion et ont commencé à le préparer pour le départ. L'avion était un Airbus A320 âgé de 24 ans qui avait accumulé un peu plus de 75 000 heures de vol au moment du vol. Il était équipé de 2 turboréacteurs CFM56 et était en bon état. Le seul petit problème que le commandant de bord a trouvé en consultant le carnet de bord était un indicateur de vitesse anémométrique numéro 2 hors service, dont la réparation avait été reportée conformément à la liste minimale d'équipements. Mais cela n'aurait aucun impact sur leur exploitation. Maintenant, le seul véritable inconvénient avec cet avion était, comme je l'ai mentionné précédemment, qu'il n'était pas équipé pour les approches AirNav, ce qui aurait grandement facilité la vie des pilotes à destination, mais il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire à ce sujet à ce stade. En raison des mauvaises conditions et du vent de travers fort à destination, le commandant a choisi d'être le pilote aux commandes pour ce vol. Il était très expérimenté avec environ 11 700 heures de vol au total, dont 5 575 avaient été effectuées sur l'Airbus A320, mais il n'avait cumulé qu'un peu plus de 1200 heures comme commandant de bord.
Il travaillait pour Air Canada depuis plus de 9 ans au moment du vol et il était accompagné dans le cockpit par un collègue presque aussi expérimenté que lui. Le copilote travaillait pour la compagnie depuis plus de 15 ans et comptait 11 300 heures de vol au total. Il avait en fait accumulé encore plus d'heures sur l'Airbus A320 que le commandant de bord, avec une expérience totale sur ce type d'appareil de près de 6 400 heures. Il s'agissait donc de 2 pilotes très expérimentés et il est probable qu'ils se sentaient assez à l'aise l'un avec l'autre, même si c'était la toute première fois qu'ils travaillaient ensemble. Pendant que le commandant de bord effectuait la préparation avant vol, les 3 membres d'équipage de cabine faisaient embarquer les 133 passagers pour le vol et les aidaient à trouver leur place. Si vous trouvez étrange qu'il n'y ait que 3 membres d'équipage de cabine, vous avez raison. Normalement, il y en a au moins 4 dans un Airbus A320, mais Air Canada avait récemment obtenu l'autorisation d'opérer avec un membre d'équipage de cabine pour 50 sièges installés et cet appareil n'avait que 147 sièges. Cela impliquait aussi que chaque membre d'équipage doive ouvrir plusieurs issues de secours en cas d'urgence, nécessitant une formation spéciale. Cependant, la règle d'1 pour 50 avait été approuvée avant que les membres d'équipage de cabine n'aient reçu cette formation, donc aucun à bord de ce vol n'avait suivi ce cours supplémentaire. En ce qui concerne les passagers qui voyageaient ce soir-là, certains étaient étonnamment légèrement vêtus, embarquant à bord de l'avion en short, jupe et t-shirt, même s'ils se rendaient en Nouvelle-Écosse. Mais je suppose que les Canadiens sont similaires aux Suédois à cet égard. Même une lampe de poche est considérée comme un signe du printemps en mars. Il convient de noter ici que les compagnies aériennes qui opèrent dans ce type de conditions donnent en fait des recommandations sur la tenue appropriée à porter lors des voyages en fonction de la saison. Ces recommandations conseillent de porter des vêtements chauds et des chaussures tant que l'avion est en mouvement, car elles pourraient être nécessaires en cas d'évacuation, même si c'est peu probable. Après l'embarquement, l'équipage a effectué son briefing de sécurité habituel. Ils ont précisé l'emplacement des 4 portes de la cabine, des 4 issues au-dessus des ailes et leur utilisation en cas d'évacuation. Ils ont également expliqué qu'en cas d'évacuation, les passagers devaient laisser tous leurs bagages en cabine et se diriger vers les sorties les plus proches en suivant l'éclairage d'urgence au sol et au plafond. Une mère qui voyageait avec son nouveau-né a reçu des instructions sur la manière de tenir son bébé pendant le décollage et l'atterrissage, ainsi que sur la façon d'adopter la position de sécurité si cela s'avérait nécessaire. Mais le nourrisson n'a pas reçu de ceinture de sécurité car cela n'était pas exigé à l'époque. Les passagers ont aussi eu une démonstration des masques à oxygène et gilets de sauvetage et il leur a été demandé de consulter la carte de sécurité dans la pochette du siège avant le départ. Maintenant, combien d'entre vous reconnaissent ce type de briefing ? Je parie que beaucoup d'entre vous, mais combien d'entre vous ont réellement consacré 2 minutes au lieu de regarder Netflix pour réfléchir à ce que signifient ces informations et à la façon dont vous devriez réagir si vous entendez l'annonce « Ceci est une urgence, évacuez l'appareil en utilisant toutes les issues disponibles ». C'est probablement moins d'entre vous, mais je vous conseille vivement de prendre ces 2 minutes à chaque fois que vous voyagez. Après l'embarquement, le chef de cabine a signalé au commandant que les portes étaient fermées pour le départ. Les pilotes ont fini leurs préparatifs, puis ont demandé le repoussage et la mise en route. À 22h05, le vol Air Canada 624 a décollé de l'aéroport international Lester B. Pearson et a commencé son trajet vers le nord-est. Ils ont d'abord suivi la route de départ d'Edkey 3 et ont continué à monter jusqu'à leur altitude de croisière prévue de 35 000 pieds. En raison de la législation canadienne, nous ne savons pas exactement ce qui a été dit dans le poste de pilotage pendant ce vol. Les transcriptions exactes de l'enregistreur phonique restent confidentielles dans les rapports canadiens, mais ceci inclut les discussions jugées pertinentes pour le résultat. Et à cause de cela, nous savons que les 2 pilotes ont commencé à discuter de l'aéroport de dégagement à utiliser dès la montée après le départ de Toronto. C'est un signe qu'ils étaient probablement assez inquiets à propos de la météo et savaient que cela pouvait devenir un problème. Le commandant de bord a proposé de remplacer, comme aéroport de dégagement prévu au plan de vol, Montréal par Moncton, plus proche, ce qui leur permettrait d'attendre plus longtemps si les conditions météo étaient inférieures au minimum à l'arrivée. Ici, il vaut probablement la peine d'expliquer quelques éléments sur la façon dont nous, les pilotes, gérons les mauvaises conditions météorologiques, en particulier la mauvaise visibilité. Nous avons des valeurs minimales de visibilité très précises dans lesquelles nous sommes autorisés à opérer.
Ces valeurs sont encore plus strictes lors de la planification avant le décollage, surtout pour les aéroports de dégagement. Mais même lorsque nous sommes en vol, nous ne commencerons pas une approche et nous n'essaierons pas si la visibilité signalée est inférieure aux valeurs minimales approuvées, qui dans ce cas étaient d'un demi-mile terrestre. Si la visibilité s'améliore au-dessus de cette valeur, nous savons qu'il y a une forte probabilité mathématique que nous pourrons voir suffisamment pour atterrir en toute sécurité lorsque nous atteindrons nos minimums, donc nous commencerons l'approche dans ce cas. Mais bien sûr, il y a toujours une possibilité que la visibilité réelle soit bien pire une fois arrivé là-bas, donc il se peut que nous ne voyions rien du tout. Mais dans ce cas, nous ferions une remise de gaz, remonterions et déciderions s'il faut réessayer ou se dérouter vers nos aéroports de dégagement. Le respect de ces règles est généralement extrêmement sûr et, puisque nous ne décollerons jamais à moins que la météo à nos aéroports de dégagement ne soit nettement meilleure qu'à notre destination dans ce genre de circonstances, nous pourrons toujours atterrir quelque part. Mais, comme toujours, le problème potentiel survient lorsqu'il y a des zones d'ambiguïté. Par exemple, combien de références visuelles sont suffisantes pour poursuivre l'approche en toute sécurité en dessous des minimums. Dans le cas d'Air Canada, cela avait été défini dans leur manuel d'exploitation comme le fait de voir l'un des éléments suivants. Soit la piste ou les marquages de piste, le seuil de piste ou les marquages de seuil, la zone de toucher des roues ou ses marquages, les feux d'approche, les feux papilles, les feux d'identification de piste, les feux de seuil et de fin de piste, les feux de zone de toucher des roues, les feux de bord de piste parallèle ou les feux d'axe central. Cela signifie essentiellement qu'une approche pouvait être poursuivie à condition que l'on puisse voir au minimum n'importe quel feu ou marquage associé à la piste d'atterrissage. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que cela, surtout lorsque vous effectuez une approche de non-précision sans guidage vertical. C'est parce que l'image visuelle que le pilote aux commandes obtient en passant en visuel doit être suffisamment claire pour continuer à fournir des indications sur la manière de manœuvrer l'avion en visuel en dessous des minimums. Un bon exemple, c'est que si vous passez en visuel et que tout ce que vous voyez, ce sont une ou deux lumières, il est vraiment difficile de s'en servir pour savoir si vous dérivez vers la gauche ou la droite, et surtout si vous êtes trop haut ou trop bas. Pour cela, vous avez souvent besoin de plusieurs éléments du système d'éclairage d'approche, ainsi que des feux de piste, pour juger des changements de direction, du rapport d'aspect, etc. C'est pourquoi la plupart des systèmes d'éclairage d'approche moderne comportent plusieurs barrettes parallèles, offrant ainsi une aide visuelle supplémentaire aux pilotes, même avant que la piste ne soit visible. Le manuel d'exploitation d'Air Canada n'indiquait pas que les pilotes devaient avoir assez de références visuelles pour fournir cette indication essentielle. Le manuel indiquait simplement qu'ils devaient avoir au moins l'une de ces références en vue pour pouvoir continuer, et cela va bientôt devenir important. Les pilotes ont continué à consulter les dernières informations météorologiques et les notâmes au fur et à mesure que le vol progressait vers la Nouvelle-Écosse. Ils savaient que l'aéroport d'Halifax avait 4 pistes avec approche RNAV, mais comme dit plus tôt, l'avion n'était pas équipé pour les utiliser. La piste principale, 0523, était également la plus longue, mesurant 10 500 pieds, soit 3200 mètres. Et il y avait une approche de précision ILS catégorie 2 disponible pour la piste 2-3, mais seulement une approche de non-précision au localizer ou au NDB pour la piste 05. L'autre piste, plus courte, a été écartée en raison des composantes de vent de travers et, puisque le vent venait principalement du nord, l'équipage n'avait plus que la piste 05 et son approche au localizer. D'autres problèmes concernaient aussi l'utilisation de cette piste, que j'expliquerai ensuite. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a environ 2 mois, j'ai décidé de partir en lune de miel très tardive avec ma magnifique épouse Sandra. Nous avons décidé d'aller en Thaïlande, un pays que nous aimons tous les deux pour sa culture, sa cuisine, son peuple, son climat, enfin pratiquement tout. Une fois sur place, un soir, nous nous détendions dans la chambre d'hôtel et je me suis souvenu de cette série télévisée suédoise classique appelée 30 degrés en février qui raconte l'histoire d'un groupe de Suédois solitaires qui partent s'installer en Thaïlande à la recherche du bonheur. C'est une histoire très triste et très belle et je voulais la montrer à Sandra pendant que nous étions justement en Thaïlande. Mais quand je me suis connecté à SVT Play, c'était bien sûr accessible uniquement depuis la Suède, et ça m'arrive tout le temps quand je voyage de nos jours. J'ai téléchargé NordVPN, le sponsor du jour, me suis connecté, cliqué sur la Suède et avons pu regarder immédiatement.
J'utilise en fait Nord de cette façon très souvent quand je voyage, à la fois pour accéder à mes contenus habituels, mais aussi pour trouver de meilleurs prix sur les billets et les hôtels. Vous devriez essayer. Vous serez étonné par les différences de prix. Évidemment, c'est aussi un VPN ultra rapide et il offre de nombreuses fonctionnalités de sécurité, mais ce que je veux dire ici, c'est que j'utilise vraiment ce service et c'est pour ça que j'ai accepté de le promouvoir. Donc, si vous voulez essayer Nord, utilisez le lien dans la description ci-dessous, nordvpn.com/pilote, pour obtenir 4 mois supplémentaires gratuits lorsque vous souscrivez à un abonnement de 2 ans. C'est une offre à durée limitée, alors cliquez vite dessus. Merci à Nord et maintenant, revenons à l'histoire. Non seulement la piste 05 ne proposait qu'une approche de non-précision, mais elle était également équipée d'un système d'éclairage d'approche assez basique appelé ODAL ou feu d'approche omnidirectionnel. Ce système comportait 5 feux espacés de 300 pieds chacun, sans les barrettes mentionnées plus tôt, présentes sur des systèmes d'éclairage d'approche plus avancés. La piste était dotée de feux puissants et d'un système PAPI réglé pour une pente de 3 degrés. Le fonctionnement du système d'éclairage permettait de le régler sur 5 intensités différentes en fonction de la visibilité et des demandes des pilotes. 5 était le réglage le plus élevé pour les feux de piste, offrant une intensité de 100%, et 3 était le maximum pour les ODAL. Le réglage 4 équivalait à 25% d'intensité, soit 4 fois moins lumineux que le réglage 5. Cela peut sembler un peu étrange, mais la vérité est qu'une luminosité de 100% est vraiment intense, et cela peut souvent être aveuglant pour les pilotes lorsqu'ils percent la couche nuageuse, donc 25% est souvent un réglage bien plus approprié. Une particularité ici, cependant, est que les feux étaient contrôlés depuis la tour et que le réglage était commun aux feux de piste et aux ODAL, de sorte que lorsque la visibilité était inférieure à un demi-mile terrestre la nuit, les feux de piste devaient être réglés sur 4 et les ODAL devaient alors être réglés sur 3, ce qui était leur maximum. Mais à Halifax, une erreur dans la configuration du panneau d'éclairage avait été commise à un certain moment, ce qui faisait que lorsque les feux de piste étaient réglés sur 4, les ODAL étaient réduits au réglage 2, ce qui signifiait une réduction de plus de 3 fois de l'intensité des feux d'approche. La zone de toucher des roues sur la piste 05 était également légèrement en montée, et cela peut, dans des conditions de faible visibilité, donner l'illusion visuelle que l'avion est un peu trop haut, ce qui peut alors amener les pilotes à piquer du nez. Les pilotes du vol 624 savaient qu'il s'agissait d'une approche potentiellement difficile, surtout avec les vents forts et les chutes de neige annoncées. Alors, ils ont commencé à se préparer tôt pour l'approche. Lorsqu'ils volent vers des aéroports en hiver avec de basses températures, les pilotes doivent effectuer plusieurs corrections afin que l'avion vole de manière précise et en toute sécurité. L'air froid occupe moins de volume que l'air chaud, ce qui signifie que les altitudes minimales que l'avion doit respecter lors d'une approche doivent être corrigées à la hausse afin de garantir une marge de sécurité suffisante par rapport au relief. C'est parce que ces altitudes indiquées sur les cartes ont été calculées en utilisant ce qu'on appelle l'atmosphère standard, avec une température de 15 degrés Celsius. Toutes les altitudes inférieures à la MSA doivent être corrigées. Les pilotes utilisent des tables de température pour calculer l'ajustement nécessaire, puis saisissent la correction dans l'ordinateur de gestion de vol si besoin. Dans ce cas, les pilotes ont corrigé le repère d'approche finale de 2000 pieds à 2200 pieds et leur minimum, ou leur MDA, de 740 pieds, avec une correction de 23 pieds pour la température, puis un ajout standard de 50 pieds selon les procédures, pour une valeur finale de 813 pieds. Toutes ces corrections et les saisies dans le FMC ont été faites correctement, avec professionnalisme et rigueur. Maintenant, puisque l'altitude de départ au repère d'approche finale avait été modifiée, l'équipage devait également changer l'angle de trajectoire de vol qu'il devrait suivre pendant l'approche vers la piste. L'angle de trajectoire de vol indiqué sur la carte d'approche était de 3,08 degrés et les pilotes ont utilisé une autre table pour le mettre à jour à 3,5 degrés qui était la valeur que le pilote automatique suivrait ensuite. Mais comment cette approche devait-elle être réalisée ? Eh bien, dans l'Airbus, une approche LOC comme celle-ci devait être effectuée en mode dit couplé sélectionné, ce qui signifie que le pilote automatique allait être utilisé et couplé au localiseur pour le guidage latéral, en utilisant un angle constant de descente verticale sélectionné depuis l'unité de commande de vol.
C'est assez similaire à la façon dont nous effectuons une approche non précise en vitesse verticale sur le Boeing, mais la sélection de l'angle de trajectoire de vol sur l'Airbus est censée être plus précise et maintenir en permanence l'angle que les pilotes ont sélectionné. En théorie, si la descente est commencée au bon point, l'angle de descente corrigé devrait placer l'avion à la bonne position géographique à l'arrivée à la MDA et le pilote devrait alors déconnecter le pilote automatique et continuer le vol en visuel. Alors que l'avion approchait du début de descente, les pilotes ont reçu les dernières infos météo pour Halifax de leur service d'exploitation. La situation s'était malheureusement considérablement détériorée avec de fortes chutes de neige soufflées par le vent et une visibilité de seulement un quart de mile terrestre, soit 400 mètres, ce qui n'était évidemment pas suffisant pour qu'ils commencent leur approche. Le service d'exploitation leur a aussi indiqué qu'un autre vol d'Air Canada avait atterri sur la piste 05 après une première remise de gaz due à la mauvaise visibilité. Cette information a incité les pilotes à collecter plus de données météo pour leurs aéroports de dégagement et à vérifier que les conditions de piste étaient suffisantes pour atterrir, ce qui était confirmé, la piste étant déneigée en continu. Ils ont aussi revu la procédure de remise des gaz pour s'assurer d'être prêts à l'exécuter, car la météo montrait que cela pouvait arriver même s'ils commençaient l'approche. Dans l'ensemble, jusqu'à présent, les pilotes de ce vol se comportaient comme de véritables professionnels et discutaient de leur arrivée de manière très prudente et mesurée. Constatant une météo défavorable, ils ont calculé leur temps d'attente maximal et décidé de demander aux contrôleurs de les mettre en circuit d'attente si les conditions persistaient. Lorsqu'ils se sont rapprochés, ils ont également fixé une heure précise à laquelle ils commenceraient leur déroutement s'ils ne pouvaient pas atterrir. En fait, c'est exactement comme je l'aurais fait. À 23h19, l'équipage a reçu l'autorisation de descendre vers Halifax et a terminé son briefing d'approche 2 minutes après. Ils ont contacté le contrôleur terminal de Halifax, demandé à entrer en attente au-dessus du point AirNav SETI, ce qui a été autorisé, puis à descendre à 9000 pieds. L'équipage a calculé que, dans le pire des cas, il pourrait rester en attente pendant environ 1h30, jusqu'à 1h du matin. Alors qu'ils étaient en attente, le copilote est entré en contact avec le contrôleur de la tour de Halifax pour obtenir des mises à jour plus précises sur la météo. Le contrôleur de la tour lui a dit que la visibilité était toujours d'un quart de mile et qu'il y avait actuellement des véhicules en train de déneiger la piste. Pendant que l'avion poursuivait sa descente en attente, l'équipage a entamé les vérifications d'approche, notamment l'allumage des feux d'atterrissage. Tandis que le copilote faisait cela, le commandant a précisé qu'il laisserait les feux éteints pour l'approche. C'est d'ailleurs une pratique assez courante dans ce type de conditions, car les feux n'éclaireraient que la neige devant le pare-brise sans vraiment aider à établir un contact visuel. Les feux seraient alors allumés pendant la phase finale de l'approche, une fois le contact visuel établi, afin d'aider à l'atterrissage. L'équipage de cabine a fini son annonce d'approche, vérifiant que la cabine était sécurisée et les bagages rangés. Après cela, ils ont donné le signal de cabine sécurisée au pilote. À 7 minutes après minuit, le commandant de bord a dit, alors qu'ils étaient toujours en attente, que si la météo ne s'améliorait pas dans les 20 prochaines minutes, ils se dérouteraient simplement. Ils avaient assez de carburant pour rester plus longtemps, mais sans amélioration météo, mieux valait se dérouter que brûler du carburant inutilement. Et en plus de cela, la météo empirait réellement, avec une visibilité de seulement 1/8 de mile sous une forte neige et une visibilité verticale de seulement 300 pieds. Mais 4 minutes plus tard, le contrôleur aérien est revenu et a signalé que la visibilité avait commencé à s'améliorer et qu'elle approchait désormais un demi-mile. Et à minuit 16, un bulletin météo spécial officiel a mis à jour la visibilité à un demi-mile, permettant à l'équipage de commencer l'approche. Le contrôleur aérien du terminal a alors autorisé le vol Air Canada 624 à se diriger vers un point appelé Haut-de-Casse, qui se trouvait à 12 miles nautiques en finale pour la piste 05. Il leur a aussi demandé d'entamer la descente à 4000 pieds. Quelques minutes plus tard, ils ont été autorisés à effectuer l'approche sur le localizer et on leur a indiqué que les conditions météorologiques et celles de la piste étaient stables et ne changeaient pas beaucoup, mais qu'il neigeait toujours. Le copilote a éteint les feux d'atterrissage, comme le commandant de bord le lui avait demandé, et alors qu'il s'approchait, l'avion s'est stabilisé à une altitude de 3400 pieds.
Une fois stabilisé, le commandant de bord a armé le mode localiseur et a demandé la sélection des volets 1 puis des volets 2. Il a ensuite continué à descendre vers 2200 pieds, qui était l'altitude d'approche initiale. L'avion a intercepté le localiseur et amorcé le virage vers l'axe final d'approche. Et pendant qu'il faisait cela, les deux pilotes pouvaient voir les lumières et le terrain en dessous d'eux, ce qui était un très bon signe et probablement assez encourageant, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils allaient pouvoir voir la piste sous l'angle oblique de leur approche. Le copilote, en contact avec le contrôleur de la tour, lui a demandé de confirmer si les feux étaient réglés sur la position 5 ou au maximum. Le contrôleur de la tour, qui gérait encore les équipements de déneigement sur la piste ainsi que d'autres trafics à ce moment-là, a répondu que les feux étaient réglés sur la position 4 mais qu'ils seraient passés à la position 5 un peu plus tard. Lorsque l'avion était à environ 8 miles nautiques à minuit 26, le commandant a demandé la sortie du train d'atterrissage et l'exécution de la checklist d'atterrissage jusqu'au volet. Cela a été fait et, alors que l'avion s'est stabilisé à 2200 pieds, le commandant de bord a ensuite demandé les volets à 3, puis, finalement, les volets en pleine extension. L'avion était prêt pour l'atterrissage. Il ne restait qu'à amorcer la descente finale. À 2,5 miles avant le point d'approche final, le commandant de bord a activé le mode d'angle de trajectoire de vol et a réglé un angle de 0 degré afin de maintenir l'altitude. Lorsque l'avion a dépassé 0,3 miles nautiques avant le FAF, le commandant a sélectionné une descente de 3,5 degrés et l'appareil a piqué du nez pour suivre cette consigne selon les procédures standards d'Air Canada. Jusqu'à présent, l'avion était exactement là où il devait être, entièrement configuré et parfaitement stabilisé. Selon les procédures et la formation d'Air Canada à l'époque, une fois que l'angle de trajectoire de vol avait été sélectionné, l'avion suivait simplement cet angle et il n'était plus nécessaire de vérifier que l'avion descendait effectivement selon le profil. Les cartes d'approche comprenaient bien des vérifications d'altitude à effectuer à certaines distances, mais celles-ci ne faisaient pas partie de la procédure d'approche d'Air Canada à l'époque, même si les procédures d'Airbus les incluaient. La raison pour laquelle Airbus recommandait de vérifier régulièrement l'altitude pendant la descente finale était que, même si le pilote automatique maintenait un angle de descente constant, des perturbations, comme une rafale de vent de face soudaine par exemple, pouvaient temporairement dévier l'avion de la trajectoire. Ensuite, lorsque l'angle de trajectoire de vol était repris, l'avion n'était plus sur la trajectoire qu'il devait suivre. C'est précisément ce qui arrivait au vol 624. Alors qu'ils descendaient, ils ont été frappés par plusieurs fortes rafales de vent, et à chaque fois que cela se produisait, l'avion dérivait encore plus en dessous de sa trajectoire prévue. À minuit 29 et 27 secondes, une annonce de l'altimètre radio indique 400, a été entendue dans le cockpit, et cela a été presque immédiatement suivi par le copilote annonçant minimum uniquement les feux alors qu'ils atteignaient l'altitude minimale d'approche. Le commandant a levé les yeux, a probablement vu quelques feux d'approche, puis annoncé « atterrissage ». À ce moment-là, il aurait dû déconnecter le pilote automatique et piloter l'avion manuellement. Cependant, le pilote automatique est resté activé, maintenant la descente à environ 7 à 800 pieds par minute. Le problème était que l'avion se trouvait à environ 0,3 miles nautiques plus loin de la piste qu'il ne le devrait à ce moment-là, ce qui le rendait dangereusement bas. Mais il était encore suffisamment proche de la piste pour que le système EGPWS ne soit pas activé. Au cours des secondes suivantes, on pouvait entendre les pilotes discuter et confirmer qu'ils voyaient bien les feux d'approche. À ce moment-là, il se trouvait à environ 0,7 miles nautiques, soit 1300 mètres de la piste, et il survolait juste une installation éclairée sur le trajet vers la piste. À minuit 29 et 47 secondes, les feux d'atterrissage ont été allumés, suivis presque immédiatement par le commandant de bord qui a déconnecté le pilote automatique alors que l'avion annonçait « puis 50. » Le copilote, désormais clairement horrifié par ce qu'il voyait, a crié « Redressez !» Mais en même temps, le train d'atterrissage principal a heurté des câbles électriques traversant la trajectoire d'approche, les arrachant. Ces câbles alimentaient l'aéroport, provoquant une coupure de courant immédiate dans le terminal et d'autres bâtiments avant que les générateurs de secours ne prennent le relais. Le commandant de bord a alors réagi en ajoutant la pleine poussée et en tirant son mini-manche complètement en position nez haut, mais il était déjà trop tard.
Une seconde plus tard, le train d'atterrissage principal gauche a percuté un feu d'approche à 262 mètres avant la piste. Et immédiatement après, les deux trains d'atterrissage principaux, la partie arrière du fuselage et le moteur gauche, ont heurté un talus en pente montant vers la piste. Cela a provoqué la séparation des deux trains d'atterrissage de l'avion et, en se détachant, ils ont gravement endommagé le stabilisateur horizontal. L'avion a continué à travers le réseau d'antennes du radiophare d'alignement de piste, redevenant brièvement en l'air avant de rebondir 2 fois, d'atteindre la piste puis de la traverser en dérapant, arrachant ainsi les deux moteurs. Toute l'alimentation électrique à l'intérieur de l'avion a été perdue lors de ce premier rebond, probablement parce que le train avant a été enfoncé dans le compartiment électronique. La turbine d'air de secours s'est déployée, mais a frotté l'asphalte et n'a pas beaucoup aidé. Un silence de stupeur a duré quelques secondes lorsque l'avion s'est finalement immobilisé sur le côté gauche de la piste. Dans le cockpit, les deux pilotes se sont cognés la tête contre la casquette du tableau de bord car le blocage d'inertie de leur ceinture n'a pas fonctionné à cause du caractère saccadé de l'accident. Et dans le cas du copilote, parce que le mécanisme lui-même s'est avéré défectueux. Ainsi, les pilotes ont mis quelques secondes à réagir et, quand le commandant a voulu ordonner l'évacuation, la sonorisation était hors service à cause de la panne de courant. À l'arrière de la cabine, les lumières des issues de secours s'étaient allumées et, même si aucun ordre d'évacuation n'avait été donné, les passagers des rangées 17 et 18 avaient ouvert les 4 issues de secours et commencé l'évacuation. C'était clairement une situation catastrophique, donc c'est tout à fait compréhensible. Mais rappelez-vous qu'initier une évacuation sans l'ordre des pilotes ou du personnel de cabine peut être très dangereux, car les moteurs à l'extérieur peuvent encore être en marche. Ici, les moteurs étaient à quelques centaines de mètres derrière l'avion, fumant, donc sans réel danger. Tous les passagers ont évacué l'avion en moins de 5 minutes après que l'appareil se soit complètement arrêté. Certains d'entre eux évacuaient en short et en t-shirt dans une véritable tempête de neige à l'extérieur. Et beaucoup ont évacué avec leur bagage à main, même s'ils avaient reçu des instructions précises de ne pas le faire. Le contrôleur de la tour avait appuyé sur le bouton d'alerte à minuit 30 et 16 secondes et environ 12 minutes plus tard, les équipes de secours avaient conclu que tous les passagers et membres d'équipage avaient miraculeusement survécu et évacué l'avion. 50 minutes après l'accident, tous les passagers ont été transportés dans une zone d'attente à l'intérieur et ces 50 minutes ont dû être particulièrement froides pour les personnes en short et en t-shirt. Sur les 138 passagers et membres d'équipage à bord, un seul a été grièvement blessé, 24 ont subi des blessures légères et 113 s'en sont sortis sans la moindre égratignure, ce qui doit être considéré comme un véritable miracle. L'enquête qui a suivi a révélé que la procédure d'Air Canada, consistant à effectuer des approches de non-précision avec un angle de trajectoire fixe, sans vérifier l'altitude à des distances déterminées, allait à l'encontre des recommandations d'Airbus et des règles établies. Cela avait conduit les pilotes à se retrouver trop bas, trop loin de la piste, et les indications sur ce qu'ils devaient voir pour poursuivre l'approche étaient également beaucoup trop vagues. Les pilotes ont sans doute gardé le pilote automatique activé en essayant d'analyser les faibles repères visuels, ce qui a empêché de détecter ou corriger leur altitude trop basse. De plus, les feux d'approche n'ont jamais été réglés sur l'intensité 5, comme demandé par les pilotes, donc ils ne brillaient pas à leur intensité maximale. Le retard dans la décision d'effectuer une remise de gaz a probablement été causé par ce qu'on appelle le biais de poursuite du plan, c'est-à-dire la tendance que nous avons, en tant qu'êtres humains, à poursuivre un plan établi plus longtemps que nécessaire si nous ne recevons pas de signaux très clairs indiquant qu'il est erroné. Le système GPWS ne s'est pas activé en raison de la proximité de l'avion avec la piste et sans cela, il n'y avait vraiment aucun déclencheur actif à part la mauvaise visibilité pour indiquer aux pilotes qu'ils devaient abandonner leur plan actuel. Comme l'équipage de cabine n'a pas été informé ni préparé à l'accident, il n'a pas eu le temps d'expliquer aux passagers comment adopter la position de sécurité et, par conséquent, la plupart des blessures ont été causées par le fait que les passagers n'étaient pas en position de sécurité, y compris le nourrisson qui n'avait pas sa propre ceinture de sécurité. Il a également été mentionné que le commandant de bord souffrait d'apnée du sommeil et qu'il se pourrait qu'il n'ait pas utilisé son appareil de ventilation à pression positive la nuit précédant le vol.
Mais il n'y avait pas de signe direct de fatigue, donc cela n'était probablement pas pertinent. Les 2 générateurs de secours de l'aérodrome se sont arrêtés environ 12 minutes après leur mise en marche initiale en raison d'une installation défectueuse. Et cela a causé des problèmes de communication pour les services de secours. Mais en dehors de cela, l'enquête s'est également concentrée sur les passagers qui évacuaient avec leurs bagages à main, ce qui s'est avéré potentiellement extrêmement dangereux dans des situations comme celle-ci. Donc, à tous ceux qui regardent en ce moment, s'il vous plaît, gardez simplement votre passeport et votre portefeuille dans votre poche lorsque vous prenez l'avion, et si une évacuation est nécessaire, laissez tout le reste derrière vous et suivez les instructions de l'équipage de cabine. C'est vraiment important. À la suite de cet accident, Air Canada a mis à jour ses procédures pour préciser exactement quel type d'aide visuelle les pilotes devaient voir afin de poursuivre toute approche. Les briefings sur les menaces et les erreurs, ainsi que les vérifications distance-altitude lors des approches de non-précision sont désormais obligatoires. Transport Canada a également été invité à s'assurer que l'altitude minimale de descente soit davantage liée à la capacité d'éclairage d'approche de l'aéroport afin de garantir qu'un nombre suffisant de feux puisse être vu à l'altitude minimale de descente. De plus, plusieurs aéroports ont été invités à améliorer leur éclairage d'approche, y compris l'aéroport d'Halifax, à qui il a également été demandé de modifier les commandes de leurs feux d'approche afin de se conformer aux directives de l'OACI. Air Canada travaille également avec Airbus pour s'assurer que le reste de leur flotte soit mis à niveau afin de pouvoir effectuer des approches air-nav. N'oubliez pas de profiter au maximum de l'offre de mon sponsor en cliquant sur le lien ci-dessous, cela aide vraiment la chaîne si vous le faites. Ensuite, regardez ces vidéos. Passez une excellente journée et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.